Alors, je suis un homme de 62 ans, né au bord de la mer, qui retourne maintenant le plus souvent possible parce que c'est le lieu où je me sens le mieux et qui est comment dire, le plus à même d'être source d'inspiration, on va dire, poétique. Je suis venu à l'écriture assez tôt, d'abord d'une façon assez scolaire, par obligation, au moment de la découverte de la littérature, en faisant des dissertations, enfin d'abord des rédactions, puis des dissertations, tout en même temps en tenant un journal au moment de l'adolescence, on va dire, que je continue encore de tenir 50 ans après. Et je suis venu naturellement à la poésie en découvrant surtout, on va dire, la poésie classique telle que, si on peut entendre Baudelaire comme étant un poète classique, aussi par mon apprentissage scolaire. Donc j'ai commencé à écrire très tôt et j'ai publié quelques recueils dans les années 76-77. Après j'ai fait des affiches de poésie que je suis allé coller sur les murs de Lille, de Béthune, avec une association qui s'appelait Contagion. Et puis je me suis remis vraiment à la poésie, on va dire, avec Facebook qui m'a donné le moyen de pouvoir partager la poésie que je gardais plutôt secrètement dans les tiroirs. Et puis Facebook m'a permis de rencontrer aussi une maison d'édition, voilà, qui maintenant m'a invité à publier ce, on va dire, premier recueil chez eux, qui j'espère ne sera pas le dernier. Le premier recueil, qui s'intitule Blancheur d'étoiles, à mon avis, porte le second recueil qui s'appelle Sexe et Silex. Alors pourquoi il le porte? D'abord, tout à fait pratiquement, la plupart des textes du premier recueil ont été écrits postérieurement à ceux qui ont été écrits dans le second. Et j'ai tenu à ne pas mélanger, on va dire, les sources d'inspiration, qui souvent, comme beaucoup de textes d'amour, sont surtout la rencontre de certaines personnes. Et voilà, donc c'est, je pense, d'abord ce souci-là, de respecter une certaine chronologie, même si certains textes sont passés d'un support à l'autre, enfin de Blancheur d'étoiles à Sexe et Silex, pour des raisons de compréhension du tout. Bon, je ne sais pas si je m'exprime vraiment bien en disant ça, mais voilà, c'est d'abord, en tout cas, ce souci de respecter une chronologie. En même temps, il fallait que ça fasse sens. Alors, le premier, on va dire, recueil, qui se divise en 4 parties, est d'abord un long poème d'amour qui se développe sur plusieurs temps. C'est un amour rêvé, on va dire, féerique, je veux dire sans réalité corporelle, sans incarnation réelle, mais c'est un amour total, qui à mon avis aboutit à la dernière partie qui est le bonheur total. Bon, c'est comme ça que je le vois. L'autre partie, l'autre recueil, Sexe et Silex, est un recueil qui est aussi un recueil d'amour, qui représente plutôt l'amour incarné, on va dire. Je ne ferai pas vraiment davantage de relations entre ces deux recueils.
J'ai aussi écrit le dernier parce qu'il me restait des textes que je n'avais pas pu mettre dans le premier. Je vais être aussi clair que ça, et aussi honnête, et que je ne me voyais pas les jeter, donc je me suis dit, ce serait peut-être bien d'en faire un recueil aussi. Mais n'y cherchons pas trop plus de sens que ça. De relations en tout cas, faisant sens, autre que ce que je viens de dire. Alors je crois que cette façon d'écrire la poésie, en séparant par des pointillés, en éloignant certains mots par des tirets, vient surtout de l'écriture musicale, c'est-à-dire que j'essaie de faire des textes qui sont en même temps des textes musicaux. Et le mot joue un peu le même rôle que la note. C'est une forme d'écriture rythmique en même temps. Enfin, j'espère qu'on la lit comme ça, enfin, c'est comme ça que je la vois dans sa représentation. Et en même temps, pour essayer d'avoir un texte qui, au niveau de sa représentation, a une certaine valeur esthétique. C'est-à-dire que bon, y a une certaine beauté en même temps, une beauté juste dans l'écriture, dans la représentation picturale, une beauté picturale. Je n'y réussis pas tout le temps non plus, mais je tends vers ça, vers cette représentation picturale, musicale et poétique telle qu'on l'entend plus classiquement. Là aussi, je pense que ça relève surtout de l'inspiration musicale. Alors, les répétitions de vers ou de strophes complètes viennent quasiment comme des refrains dans une chanson. Moi, je les vois comme ça. Et certains de mes textes qui ne sont pas là, je les intitule chansons. Parce que ce sont quasiment des chansons qui ne seront jamais chantées, mais ce sont des chansons avec des refrains. Après, la répétition des mots, c'est juste, je crois, un jeu de mots qui permet de passer d'un registre sémantique à un autre et qui provoque certaines surprises de sens. Simplement parce que j'aime l'humour et je trouve que la poésie est souvent un peu trop triste et j'ai envie de jouer avec les mots. Et jouer avec les mots, c'est vraiment jouer avec les mots. C'est-à-dire qu'on doit se faire plaisir à changer le sens de certains mots, à provoquer des images qui quelquefois sont burlesques. Oui. Et voilà, je crois que c'est vraiment ce plaisir de jouer avec les mots. Là, je crois que cette place, on revient surtout au manque que je peux sentir de la campagne en vivant en ville maintenant et d'une certaine nostalgie de la campagne, puisque j'y ai passé une grande partie de mon enfance, toutes mes vacances à la campagne, et j'en ai vraiment des souvenirs très, très chaleureux, des souvenirs de bonheur intenses. Et je crois que quand on fait de la poésie, on essaie de retrouver ces images et ces sensations qui nous ont vraiment bercés et qui nous ont émus, qui nous émeuvent encore. Je ne suis pas tout à fait en accord avec la lecture de Blancheur d'étoiles qui voit ce texte comme une histoire d'amour de sa naissance jusqu'à sa mort, puisque je pense que c'est une histoire d'amour qui dure. Il n'y a pas de mort il n'y a pas de mort de l'amour dans ce texte. Il y a des moments difficiles, c'est pour ça qu'il y a une partie qui relève du temps. Le temps est un risque pour l'amour, et ça je pense que c'est indéniable, cet amour, aussi peu incarné qu'il soit, le temps quand même présente toujours un facteur de risque. Et comment dire,
l'amour se définit quand même toujours par un manque. On voudrait toujours être aimé davantage que ce qu'on pense être aimé. C'est quand même assez rare de se sentir juste aimé, comme il faut, comme on voudrait, tout le temps comme on voudrait l'être. Et c'est normal qu'on trouve des moments, des moments difficiles. Et le texte que je vais lire, justement, parle de ce moment difficile. On dirait que l'auteur a l'impression qu'il n'y a pas de retour dans ses paroles d'amour. Je peux vous lire ce texte si vous voulez. Aujourd'hui, il semble que notre amour s'éloigne à la vitesse du vent. Il souffle sur la ville. On arpente le ciel, il fouille le ventre des oiseaux. La pierre que l'on jette dans l'espace reste sans écho. Il n'est pas un instant sans que je cherche la lumière dans le miroir de tes yeux, sans que j'aime la mèche de tes cheveux qui tombe sur ta nuque. Ce ne sont plus tes mains qui parlent pour dire la tristesse d'être une chose qui meurt. Comment se peut-il que l'amour s'efface en silence ? Que les mots qui nous parlaient hier nous retirent aujourd'hui dans l'absence. Aujourd'hui, il semble que notre amour s'éloigne à la vitesse du vent, il souffle sur la ville, on arpente le ciel, il fouille le ventre des oiseaux, la pierre que l'on jette dans l'espace reste sans écho. C'est le symbole de l'amour, et je pense que la personne qui a inspiré ce petit oiseau se reconnaîtra. Mais c'est vrai qu'il y a un petit colibri à qui je dois beaucoup dans la fabrication de ce recueil, qui apparaît comme si de temps en temps dans le recueil, vous le reconnaîtrez souvent. Il apparaît au début du recueil sous forme d'un autre oiseau que le colibri, mais là il apparaît comme un colibri. Je ne pense pas que ce soit vraiment un recueil érotique. Alors j'avais peut-être une prétention que je n'ai plus au départ, c'était de réintroduire un petit peu, on va dire, d'amour charnel, d'amour physique dans la poésie, voire de sexualité dans la poésie, puisque je trouve qu'en général, on est un peu trop timide dans l'expression de cette partie de notre vie, dans la poésie, et pourquoi ne serait-elle pas dans cette forme d'écriture. Maintenant, je n'ai pas tenu vraiment à faire un texte de poésie érotique, mais je ne voulais pas non plus m'interdire de pouvoir mettre des textes de ce contenu, enfin ayant cette implication assez crue et charnelle. Voilà, je ne voulais pas m'interdire non plus cette possibilité. Donc je l'ai plutôt fait dans ce deuxième recueil, Sexe et Silex, qui est vraiment l'expression de l'amour incarné, comparé au premier texte, qui est l'expression de l'amour sexué, mais qui n'est pas dans la démonstration de l'amour. Beaucoup moins que dans cette partie-là. Je ne vous dis pas qu'on est déjà dans une forme de poésie pornographique, mais on n'en est pas loin, puisque... Et pourquoi pas non plus. Donc voilà, je tenais en tout cas pas à m'interdire ce genre de travail. Alors, je vais essayer de répondre à la question en deux parties. La première partie, c'est que c'est un souhait sans doute que la poésie puisse sauver le monde. Toi, je crois en cette possibilité de l'écriture et de la parole poétique, qui est une écriture inventive, de renouveler le monde dans lequel on vit. Alors, je ne dis pas de le faire, parce que les paroles ne suffisent pas, mais déjà au moins de pouvoir le rêver et de le penser. Donc ça me paraît important. Donc c'est une forme du discours, de la parole, en tout cas, à préserver et à promouvoir, en tout cas comme on le fait. Maintenant, savoir si elle sauvera le monde, oui, ça reste de l'ordre du souhait, en tout cas.
Bon, maintenant, je ne sais pas si les autres formes de parole, qu'elles soient politiques, économiques ou autres, arriveront à le changer dans le bon sens non plus. Donc, à vrai dire, je suis plutôt pessimiste. Et la seule source d'optimisme, c'est peut-être quand même la poésie. Je deviens un peu pessimiste quand même, oui, comme beaucoup de monde en ce moment, mais j'essaie d'être optimiste par l'écriture. Ah, je crois que le poète peut être optimiste, sinon il se tairait depuis longtemps. Si on continue à écrire et à parler, c'est que on est dans l'optimiste fondamentalement. Hein. La parole, c'est une forme d'optimisme, puisqu'on parle aux autres, on dit quelque chose, sinon on se tairait.